Si je suis positif à mon test, est-ce que ça veut dire que je suis forcément contagieux? Je suis forcément contagieux si je suis positif? Eh bien, c'est faux, David. Le test répond à la question positif ou négatif, donc porteur du virus ou pas porteur du virus, mais il n'indique pas quelle est la charge virale. Or, c'est l'une des clés, selon des chercheurs américains, cités par le New York Times. Selon eux, 90% des personnes testées positives ne porteraient en fait pas suffisamment de virus pour être contagieuses, parce que les tests sont très sensibles et détectent des charges virales minimes. According to a bombshell new report, up to 90% of positive COVID-19 tests in multiple states in our country should have been negative. And before Facebook censors this video, or Snopes or PolitiFact tries to slap a fact-check label on it, this report came from the New York Times. That's right, the New York Times. According to the Times, and I quote, "Standard tests are diagnosing huge numbers of people who may be carrying relatively insignificant amounts of the virus and are not likely to be contagious," end quote. Let me repeat that. The vast majority of positive COVID-19 PCR tests in our country are clinically insignificant because the people who popped positive are not likely to be contagious. Why? The answer is amplification cycles. Let me explain, because it's actually quite simple. A PCR test, which is the most common type of COVID-19 test, the kind you're familiar with, identifies the virus's genetic material in a swab sample and then amplifies it over and over again until a machine can detect the DNA of the virus. If the machine detects the virus's DNA, then the test pops positive. But the number of times the genetic material on the swab sample is amplified is hugely important because it correlates to viral load. We're all familiar with the idea that if you get COVID-19 and you're asymptomatic, you likely have a very small viral load in your system. Or conversely, if you get COVID-19 severely, you might have a higher viral load. Well, if you amplify the genetic material of the swab sample enough times, you will detect the virus DNA even if the viral load in the person's body is clinically insignificant, meaning even if that person only has traces of the virus in their body, even if they're not symptomatic themselves, even if they're very unlikely to be contagious and transmit the virus to other people. So the New York Times examined COVID-19 testing data from New York, Massachusetts, and Nevada, and found, and I quote, "Up to 90% of people testing positive carried barely any virus," end quote. This is because the PCR tests for COVID-19 in the United States are using anywhere between 35 and 40 amplification cycles to identify the genetic material of the virus. And many experts agree that anything higher than 30 amplification cycles will result in inactive, dead, or clinically insignificant amounts of the virus being detected, therefore causing the test to show up as positive. In fact, the New York Times claims that of the 45,000 positive COVID-19 tests that happened one day last week, and I quote here, "If the rates of contagiousness in Massachusetts and New York were to apply nationwide, then perhaps only 4,500 of those people may actually need to isolate and submit to contact tracing," end quote. So why is this important? Because public health policy, the lockdowns, the quarantines, the travel restrictions, businesses closed, gyms shut down, families prohibited from holding funerals, people not allowed to go to church, that is based on the number of COVID-19 cases in our country. Not the COVID-19 death count, not the infection fatality rate, not the hospitalization rate, not the number of ventilators in use, not the ICU bed capacity. No. The COVID-19 public policy in our country is based on COVID case numbers, which means positive COVID-19 tests. And according to the New York Times report, up to 90% of positive COVID-19 tests should be negative.
comment tu te présentes, David? David Mendels, 50 ans. David Mendels, 50 ans. Je suis docteur en physique, physicien. Je suis pas dans le médical. J'ai été prof à Jakarta et actuellement je suis cofondateur et directeur technique d'une start-up à Aix-en-Provence. On va parler ensemble des tests parce que j'étais alerté par un mail et par plusieurs personnes qui en gros m'écrivent en me disant que il y a une énorme fumisterie dans l'histoire des tests Covid sur le fait qu'à la fois les tests Covid ne seraient pas fiables et qu'il y aurait une sorte de manipulation derrière tout ça. Il y a en tout cas, donc, si on veut expliquer en fait ce qui s'est passé, c'est on avait les chiffres, on attendait la liste des tests rapides recommandés par le CNR. C'est eux qui mesurent les tests. Et on sait quels chiffres ont été communiqués au CNR, et derrière ça, on trouve une liste publiée sur Internet qui est complètement différente. Et quand je dis complètement différente, elle est à 1000 lieues de ce qu'on avait vu. C'est la liste officielle recommandée par le gouvernement français. Parce qu'il semblerait qu'on soit même pas sûr de qui a pris la décision de mettre cette liste en place comme ça sur le marché. Et si scandale il y a, c'est probablement là. Ça remonte à 15 jours à peu près. Ça remonte à 15 jours, oui. Ouais. Oui. On rentre dans le dur parce que moi j'ai les chiffres que j'ai et là c'est assez édifiant quand même. Tu as effectivement vu les chiffres d'une source. J'ai vu les chiffres aussi. Donc il y en a certains qui ratent complètement, qui passent pas, qui sont simplement pas bons. C'est-à-dire là où on demande 95%, ils sont bien en dessous de la barre des 90%. Il y en a certains qui passent en sensibilité, qui passent pas en spécificité, et vice versa. Et il y en a même un qui est à 75%. Ça veut dire une personne sur 4 est mal diagnostiquée. Oui, et effectivement, de celui-là, on l'a testé sur nous au bureau et on est tous ressortis positifs alors qu'on était confinés depuis avant. On a eu zéro symptôme et en passant on s'est testé avec les autres aussi. On est bien négatif. Ça posait problème et effectivement nous, quand on regarde notre produit qui est un lecteur, ce produit-là rentre pas dans notre lecteur. C'est pas possible. On peut pas dire aux gens d'aller se tester avec ça quand on sait qu'il y a une chance sur 4 que le résultat du test soit, parce que l'expression, foireux. Vous avez bossé, vous avez investi du temps et tout ça, et vous découvrez sur Internet cette liste et vous vous dites, c'est là où il y a quelque chose qui va pas. La liste ne reflète en aucun point le travail qui a été effectué. Bon, je passe les moments de rage parce que ça scie un peu le derrière quand même d'avoir fait le boulot et de voir qu'il y a rien qui le reflète. Mais derrière ça, on se pose quand même la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je donne un exemple typique. On a un test chinois. Ce fabricant fait 2 tests en fait. Et il a 2 tests qui correspondent à 2 réactifs complètement différents. Il y en a un qui passe pas, un qui passe. Et on retrouve le même test sur la liste des 23 du CNR, qui est 8 ou 10 fois, je sais plus, parce qu'il est distribué par différentes personnes en Europe et en France. Oui, parce qu'il y a les fabricants et les distributeurs, et les deux. Les fabricants et les distributeurs, oui. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, ils ont pris le mauvais. Pourquoi? Sachant que ce mec-là en produit 2 différents, qu'il y en a un qui est très bon, qu'il y en a un qui est pourri, pourquoi on a pris le pourri? Et pourquoi on recommande le pourri? J'arrive pas à comprendre. Et tu as posé des questions, tu les as alertés. Enfin, votre boîte les a alertés. Oui, on a essayé de correspondre avec le CNR. Plus ou moins tout le monde, avec le CNR, avec le CNR par le biais du Kremlin, avec le CNR par différents contacts, et on n'arrive pas à avoir de réponse au mieux, ou de fin de non-recevoir au pire. Donc en fait, scientifiquement parlant, on est
on est sur le cul. Je peux pas te dire mieux que ça. Ça fait 25 ans que je suis dans le métier. Ceux-là de résultats, j'arrive pas à les comprendre. Tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait 23 tests. Il y a 23 tests qui ont été homologués? Oui. Ah oui, et vous? Et certains qui sont homologués, partiellement sur la base de on sait pas quoi, on sait pas quel chiffre. Mon problème principal en tant que scientifique, c'est que ce processus a été complètement opaque. Le processus de sélection des tests. Le processus de sélection des tests a été complètement opaque. Quand les résultats se perdent à plusieurs niveaux comme ça, on est quand même en droit de se poser la question en anglais on dit who watches the watchman, et qui contrôle les contrôleurs. Et on est en droit de se poser la question est-ce que ça s'est passé pour tout, pour la crise du Covid? On peut le craindre parce que quand on voit à tous les niveaux quand même, on va pas.